Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 2 décembre. L'entité sioniste poursuit ses violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza 53 jours après son entrée en vigueur en faisant au moins 5 martyrs dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Arrivé à Alger du président biélorusse Alexander Loukachenko pour une visite officielle en Algérie. Il reçoit notamment à la résidence d'État de Zeralda à Alger le Premier ministre algérien Sifir El-Yeb. Tombée de rideau à Alger sur la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran. L'Algérie souligne l'importance particulière que revêt cette session. Et puis l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, rencontrent à Moscou le président russe Vladimir Poutine pour des pourparlers sur l'Ukraine. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit ses violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza 53 jours après son entrée en vigueur. Ce mardi, au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement mené par les forces de l'entité sioniste sur le camp d'El Bourreij, au centre de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, l'aviation de l'entité sioniste a aussi lancé des frappes intensives sur le camp de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Ont aussi fait exploser des véhicules à proximité du carrefour de Shoujaïa à l'est de la ville de Gaza et des drones ont largué des bombes sur des maisons palestiniennes à proximité du carrefour d'El Sanafor au quartier d'El Toufah. Par ailleurs, des militants du mouvement de résistance palestinien à Hamas, accompagnés de secouristes de la Croix-Rouge et d'équipes de recherche égyptiennes, ont entamé une opération de recherche dans le nord de la bande de Gaza, notamment pour retrouver la dépouille d'un captif. Le convoi de véhicules et d'engins a été aperçu entrant dans la zone de Jabalia, près de la ville de Gaza, et ce, conformément à la première phase de l'accord de cessez-le-feu. En Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien âgé de seulement 17 ans est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste à Al-Khalil. Un autre Palestinien est tombé en martyr sous les balles également des forces de l'occupation sioniste à Ramallah. Les agressions se poursuivent également en Syrie. Les forces de l'entité sioniste ont mené 2 incursions dans la province de Koneitra en prenant position près du village de Saïda al-Hanout, appuyé par un drone de surveillance. Un second déploiement a eu lieu sur la colline de Tel Abou Roubaïs, près d'Ain Zivan. Depuis décembre 2024, l'entité sioniste a mené plus de 1000 frappes en Syrie. Je vous en parlais en titre, le président biélorusse Alexander Loukachenko est arrivé cet après-midi à Alger pour une visite officielle en Algérie. Le président Loukachenko a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri. Et par la suite, le président biélorusse Alexander Loukachenko a reçu ce mardi à la résidence d'État de Zeralda à Alger le Premier ministre algérien Sifir El-Yeb qui lui a rendu une visite de courtoisie. Je vous en parlais également en titre tombée de rideau ce mardi à Alger sur la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, qui s'est tenu durant 2 jours. Dans une allocution prononcée à l'occasion de la clôture des travaux du séminaire, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a souligné l'importance particulière que revêt cette session. Cette conférence revêt une importance particulière et intervient dans une situation spéciale.
qui met en lumière les plus grands défis sécuritaires et politiques auxquels fait face notre continent africain dans la période actuelle. Des défis qui donnent lieu à notre préoccupation, des défis qui réveillent en nous l'appel au devoir pour notre continent et l'esprit de la responsabilité collective. Des défis qui font partie d'une triptyque dangereuse dont les conséquences ne sont pas négligeables, les changements anticonstitutionnels, la menace terroriste et le phénomène des ingérences étrangères. Pour Ahmed Attaf, l'Union africaine joue un rôle clé dans la résolution des conflits sur le continent en promouvant le dialogue, la médiation et la paix durable. Elle soutient également les initiatives africaines pour une gouvernance stable. Devant cette situation de crise, nous valorisons les conclusions des débats qui ont eu lieu au cours de cette conférence, qui témoignent de l'importance du positionnement de l'Union africaine comme acteur central dans le domaine de la prévention des crises et la résolution des conflits. Et le principe de solution africaine aux problèmes africains s'impose aujourd'hui, non pas comme une ambition, mais comme un choix stratégique. Il est du devoir de notre continent de faire face aux dangers de la polarisation internationale actuelle qui ne peut qu'engendrer de nouvelles crises aux dimensions encore plus grandes et d'une plus grande dangerosité. Ahmed Attaf a par ailleurs salué les efforts des pays africains membres du Conseil de sécurité ainsi que le soutien apporté par le Guyana à la voix africaine au sein de l'organe onusien dans le cadre du groupe A3+. Dans cette perspective, l'importance de renforcer la relation complémentaire entre le Conseil africain de paix et de sécurité, d'une part, et le groupe des membres africains au Conseil de sécurité de l'ONU, d'autre part, a constitué l'un des principaux sujets de discussion et de délibération au cours de cette session, dans le cadre du processus d'Oran. Et si notre Conseil africain est appelé à améliorer ses performances dans le traitement des questions de paix et de sécurité sur le continent, le groupe des membres africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est, lui aussi, tenu d'accompagner cet effort et de garantir que ses résultats et ses impacts se répercutent au niveau international. Notre expérience, ainsi que celle de nos frères africains au sein du Conseil de sécurité, a démontré l'importance cruciale du renforcement du lien de complémentarité et de coordination entre notre organisation continentale et ses représentants au Conseil de sécurité de l'ONU. Ces expériences ont prouvé et continuent de prouver qu'un seul choix fait réellement la différence, celui de l'unité. Et toujours selon Ahmed Attaf, cette démarche continentale vise à unifier la voix de l'Afrique et à renforcer son influence et son écho au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans tous les forums internationaux multilatéraux. La préservation de l'unité des rangs africains et de l'unité de la voix africaine a constitué en elle-même l'objectif suprême de notre action durant le mandat de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne peux, à cet égard, que saluer nos frères de la République de Somalie, la République du Sierra Leone et de la République du Mozambique qui ont porté avec nous cette noble conviction. Je salue également dans le même contexte la République du Guyana qui a renforcé la voix africaine et a amplifié l'écho au Conseil de sécurité en y ajoutant la voix de la région des Caraïbes, considérée comme la 6e région de l'Afrique. Car incarner l'unité africaine résume l'essence de l'expérience algérienne dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Je conclurai donc par une citation du défunt Julius Nyerere, père de l'unité, qui disait « L'unité ne nous rendra peut-être pas riches, mais elle nous rendra difficiles à ignorer par les autres nations et les peuples africains. » Par ailleurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi l'ambassadrice et représentante permanente du Guyana auprès des Nations Unies, Caroline Rodriguez Birquet, en marge du 12e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran, qui s'est tenu, je vous le rappelle, à Alger durant 2 jours. Cette dernière s'est félicitée de l'étroite coordination et de la concertation permanente entre les 2 pays durant leur mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Je tiens à remercier particulièrement l'Algérie pour avoir lancé le processus de coordination du groupe des 3 pays africains, A3, avec le Conseil de paix et de sécurité. Et pour la première fois dont ce groupe reflète la position de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Ce fut un réel plaisir de travailler avec l'Algérie, la Sierra Leone et la Somalie dans le cadre du groupe A3+, et auparavant avec le Mozambique. Je pense que nous avons pu accomplir beaucoup ensemble. L'Algérie a fait preuve d'un leader fort, notamment en facilitant l'accès aux documents pour tous les membres du Conseil de sécurité, un accès que nous n'avions pas auparavant. L'Algérie a joué un rôle majeur à cet égard, et ce n'est pas tout. Elle a également assuré une représentation importante au nom du peuple palestinien. Nous avons été très heureux d'être partenaires dans cette démarche également. Dans le même cadre, Ahmed Attaf a reçu également son homologue botswanais, Fenyo Boutalé. À cette occasion, les 2 ministres ont passé en revue l'état et les perspectives des relations fraternelles et de coopération unissant les 2 pays et sont convenus de la nécessité d'œuvrer à la mise en place des cadres juridiques et structures institutionnelles chargées de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines prioritaires pour les 2 parties. Nous sommes ici pour participer à cette interaction de haut niveau sur la paix et la sécurité. Nous sommes membres du Conseil de paix et de sécurité et j'ai eu une réunion bilatérale avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, car le Botswana et l'Algérie entretiennent des relations excellentes et solides depuis longtemps. Nous attendons maintenant avec impatience l'opportunité de développer et d'élever ces relations. Nous croyons fermement qu'il y a beaucoup à accomplir ensemble. Il existe de nombreux domaines prioritaires sur lesquels nous pouvons travailler. Nous sommes également convaincus qu'en raison de la situation géopolitique difficile actuelle, les pays africains ont besoin de plus de solidarité et de coopération renforcée. Le Botswana et l'Algérie s'engagent à agir en ce sens. Nous nous sommes engagés à travailler plus étroitement ensemble et ce séminaire qui se clôture aujourd'hui sur la paix et la sécurité. Dans l'actualité également, la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Barthélemy Mansouri, a indiqué hier soir à Alger que le traitement de la question des crimes coloniaux devait se muer en un projet politique intégré, plaçant l'Afrique dans une position d'initiative et non de réaction. C'était dans une allocution prononcée lors de la clôture des travaux de la conférence internationale sur les crimes coloniaux en Afrique. Les travaux de cette conférence ont démontré que les crimes du colonialisme ne relèvent pas uniquement du passé, mais constituent un système d'effets toujours vivant, influençant encore les trajectoires de développement, les instruments de pouvoir et les équilibres des forces sur le continent. Nous avons tous compris que ces crimes ne peuvent être traités uniquement par la condamnation, mais qu'ils doivent se transformer en un projet politique, juridique et économique intégré, plaçant l'Afrique dans une position d'initiative et non de réaction. Et toujours en parlant de coopération africaine, les travaux de la 6e réunion des chefs des bureaux nationaux de liaison du mécanisme de coopération policière de l'Union africaine, Afripol, ont débuté ce mardi à Alger. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur exécutif d'Afripol, Jalal Shelba, a souligné l'importance de cette rencontre qui se tient au moment où ce mécanisme se dirige vers une transformation institutionnelle majeure suite à l'accord de tous les pays membres à l'occasion de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire en novembre 2024 pour la mise en œuvre de réformes structurelles et l'amendement des statuts d'Afripol en vue de transformer ce mécanisme en une instance à part entière, en renforçant ses capacités et sa contribution effective à l'architecture sécuritaire de l'Afrique. Coopération algéro-polonaise, l'Algérie et la Pologne se sont engagés à renforcer leur partenariat stratégique fondé sur l'amitié, une expérience partagée et un fort potentiel économique. Une délégation polonaise s'est rendue d'ailleurs en Algérie pour la 2e fois en 3 mois avec pour objectif de dynamiser la coopération économique.
Je suis très ravi que nous ayons réussi à organiser cette mission, deuxième mission, en cours des derniers 3 mois. En octobre, exactement, dans cette salle, se sont réunies les entreprises du secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons les grandes entreprises, très importantes entreprises polonaises de plusieurs différents domaines. Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires algériens pour leur aide et engagement dans l'organisation de cette mission. Vous savez, la Pologne est actuellement la 6e économie de l'Union européenne, 20e mondiale. L'Algérie est pour nous un partenaire clé dans cette région, dans l'Afrique du Nord. L'Algérie, votre magnifique pays, offre beaucoup de possibilités dans les divers domaines. Et à la faveur de cette visite, la Pologne a décidé d'octroyer plus de 100 000 euros d'aide humanitaire aux réfugiés sahraouis via l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Il s'agit de sa première contribution dédiée à la cause sahraoui. Le ministère des Affaires étrangères de la Pologne a décidé d'allouer plus de 100 000 euros en faveur des réfugiés sahraouis en Algérie. Par ailleurs, une autre entreprise polonaise contribuera avec 20 000 kilos de lait en poudre destiné au camp de réfugiés à Tindouf. Je vous disais en titre, l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont rencontré ce mardi à Moscou le président russe Vladimir Poutine pour des pourparlers sur l'Ukraine. La veille, Washington s'est dit très optimiste, presque 4 ans après le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Iman Merad. C'est un geste inattendu dans un climat pourtant saturé de tensions. La dite arrivée à Moscou de Steve Witkoff, homme d'affaires proche de Washington, mandaté pour jauger la possibilité d'un terrain d'entente avec le Kremlin. Une démarche qui rappelle les canaux parallèles utilisés lors de précédentes crises internationales lorsque le dialogue officiel semblait à l'arrêt. Car le passif est lourd. Depuis le début du conflit, les discussions entre Moscou et Washington n'ont cessé d'alterner entre menaces, sanctions et ruptures de communication. Les tentatives de médiation européennes ont échoué et les plateformes multilatérales n'ont jamais réussi à imposer une feuille de route crédible. C'est dans cette impasse que s'inscrit la mission de Witkoff. L'enjeu est double. D'abord, tester la volonté réelle de la Russie d'engager un processus de désescalade, alors que les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts. Ensuite, évaluer jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller pour éviter une aggravation du conflit dans un contexte mondial devenu extrêmement polarisé. Pour le président russe, recevoir cet émissaire américain ouvre une fenêtre diplomatique utile, montrer qu'il reste un acteur incontournable et qu'une issue politique est encore possible. Pour Washington, c'est un pari calculé, renouer un canal discret, sans engagement formel, mais avec l'espoir d'une première brèche dans le blocage actuel. Une étape certes fragile, mais une étape quand même. Dans un conflit où chaque mouvement est scruté, la rencontre Poutine-Witkoff pourrait bien constituer l'un des rares signaux d'apaisement depuis des mois. Auparavant, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans un poste de commandement militaire et a entendu des rapports de hauts commandants sur le contrôle des villes de Pokrovsk et Vovchansk. Le président russe a notamment été informé par Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, du contrôle de cette province et bien d'autres. Le président russe Vladimir Poutine qui se rendra à New Delhi les 4 et 5 décembre prochains pour une visite officielle centrée sur le renforcement du partenariat stratégique privilégié entre la Russie et l'Inde. La dernière visite de Vladimir Poutine en Inde remonte à décembre 2021. Selon le Kremlin, cette visite est d'une grande importance, offrant l'occasion de discuter de manière exhaustive du vaste agenda des relations russo-indiennes en tant que partenariat stratégique particulièrement privilégié.
Le président serbe Aleksandar Vučić a indiqué ce mardi que le gouvernement serbe autoriserait désormais les paiements et les transactions pour la compagnie pétrolière russe NIS sous sanctions américaines jusqu'à la fin de la semaine, malgré le risque de sanctions secondaires. Il est clair que les Russes ne veulent pas vendre et hésitent à vendre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne s'agit pas du tout d'argent, c'est une question de politique. Et c'est logique, c'est leur droit. Ce sont eux les propriétaires. L'autre chose, c'est que nous avons beaucoup de mal avec ça. Tout comme les Américains ne s'intéressent à rien d'autre, sauf à leur intérêt géopolitique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une question d'argent. Pour l'instant, seule la Serbie souffre. Si cela se passera et comment, nous verrons. Allez, parlons sport-football. À présent, Coupe arabe de la FIFA 2025. À la veille de son entrée en lice dans la compétition, l'équipe algérienne des A' a effectué son dernier entraînement à Doha, affichant son sérieux et sa détermination. Les caméras d'Al24 News étaient présentes en zone mixte lors de cette ultime séance d'entraînement. Sincèrement, plusieurs joueurs dont certains ont déjà remporté ce titre sans citer les noms, tandis que d'autres souhaitent le gagner pour la première fois avec la sélection. Nous espérons le meilleur pour nous tous. Je pense que ce groupe mérite le titre. Ce sont des joueurs qui ont une grande histoire avec le football algérien. Le football, on ne peut pas savoir. Hein. Les petits gagnent contre les gros gagnent contre les petits. C'est comme ça, c'est le football. Et nous, on s'occupe de nous et les autres font leur chemin et nous, on fait le nôtre. Non, il y a un très bon état d'esprit. Et comme je l'ai dit juste avant, il y a des anciens, il y a des plus jeunes. On essaie tous de se parler ensemble, d'avancer ensemble et surtout bien débuter ce tournoi. Et pour évoquer les enjeux de cette première rencontre, direction Doha pour retrouver Khadija Khaddaoui, notre envoyée spéciale. Bonsoir. Alors, Khadija Khaddaoui, l'Algérie entrera en lice dès demain face au Soudan. Va-t-elle rééditer l'exploit de 2021 ? Bonsoir Abdelkader. Ce qu'on peut dire, c'est que le groupe aborde cette compétition avec beaucoup de sérieux, avec motivation, avec optimisme, mais surtout avec un bon état d'esprit. Les joueurs savent que l'exploit réalisé en 2021 reste une référence, mais ils refusent entre-temps de se mettre une pression, on va dire, inutile. Sur le plan sportif, la préparation a été satisfaisante et le staff technique estime que l'équipe est prête, que le groupe possède tous les atouts pour bien débuter face au Soudan et pour aller loin dans ce tournoi. Merci Khadija Khaddaoui, notre envoyé spécial à Doha. Et à la veille de son premier match en Coupe arabe, la sélection algérienne des A' entend bien défendre son titre conquis en 2021 d'entrée en affrontant le Soudan, je vous le rappelle, pour le premier match du groupe D. Les Verts se disent prêts à relever le défi et à débuter la compétition sur un bon pied. Naïla Hamouda. À la veille de son entrée en lice dans la Coupe arabe 2025 à Doha, la sélection algérienne A', championne en titre, se prépare à affronter le Soudan dans le cadre du premier match du groupe D. Une rencontre très attendue par les supporters algériens qui espèrent voir les coéquipiers de Boulbina rééditer l'exploit de 2021. Jouer en équipe nationale A, c'est le rêve de n'importe qui veut représenter son pays. Pour l'instant, toute ma concentration est sur ce match. J'espère être à la hauteur du public qui me soutient et qui donne toute la force morale pour être prêt pour cette compétition. Et tout ce que le destin apportera, je l'accueillerai avec plaisir. L'ambiance au sein de l'effectif est à la fois concentrée et sereine. Forts de leur expérience et portés par un esprit de groupe solide, les Verts abordent cette compétition avec l'ambition de démarrer sur une note positive. Le football, c'est pas que jouer au football, d'être prêt tactiquement, c'est surtout le harara, la motivation, l'état d'esprit. Et surtout dans des compétitions. C'est l'état d'esprit aussi qui prime sur l'aspect tactique et technique. Donc
Voilà, on a tout mis en œuvre avec les joueurs pour justement prendre ce critère en considération et être prêt parce que le premier match est très important. Le sélectionneur mise sur un équilibre entre rigueur défensive et efficacité offensive, tout en appelant ses joueurs à rester calmes et concentrés. Face à une équipe soudanaise qui tentera de créer la surprise, l'Algérie sait qu'aucun match ne sera facile. Cependant, la volonté de défendre le titre, de faire honneur au drapeau, reste la principale motivation du groupe. Un esprit collectif de très haut niveau. À chaque match, pendant 90 minutes. C'est une équipe très physique, avec un jeu qu'on a analysé qui, quand vous observez le Soudan, qui chauffe le Soudan dans les qualifications de Coupe du Monde, qu'un nos premiers jusqu'à peut-être les 3 journées de la fin, ils ont une envie de réussir. La CHAN, ils ont fait une demi-finale. Je pense que c'est un succès pour eux. Donc la Coupe arabe, ils ont mis toute leur énergie, sachant qu'ils ont une canne derrière, donc ça montre l'importance de la Coupe arabe pour cette équipe. Mais en tout cas, ça va pas être un match facile. Et Inch'Allah, nous sommes wajdin pour justement de gagner ce match-là, Inch'Allah. Les regards sont désormais tournés vers Doha, où les Verts s'apprêtent à écrire une nouvelle page de leur histoire. Avec détermination, les protégés de Majid Bouguerra savent qu'un bon départ peut les porter loin dans le mondial arabe. L'équipe nationale d'Algérie est-elle prête pour le premier match face au Soudan? Est-ce que les joueurs peuvent-ils rééditer l'exploit de 2021? Pour ce premier match, le sélectionneur national misera-t-il sur les joueurs expérimentés ou la jeunesse? Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.